Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 15 heures d'en. Voici les principaux titres. Le président de la République reçoit le directeur général de la FAO. Et en actualité internationale, Gaza, plus de 57 000 foyers face à une précarité extrême. C'est tout donc pour les titres, mesdames et messieurs. Le président de la République, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, a quitté ce dimanche en début d'après-midi le pays à destination de la ville d'Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, où il prendra part lundi à l'investiture de son homologue réélu de ce pays, Alassane Ouattara. Étape officielle de couronnement au scrutin présidentiel ivoirien du 25 octobre dernier, la cérémonie d'investiture de Alassane Ouattara est prévue d'allier tous les attributs et rites protocolaires dévolus à un tel événement. Troupes d'honneur, parade militaire, hymne national, invités officiels, tout serait déjà mis en œuvre pour conférer à la cérémonie les contours d'événements solennels consentis au plus haut niveau de ce pays. Mais c'est la prestation de serment et le discours officiel qui sera dans la foulée prononcé par le président investi qui feront indubitablement office d'étape centrale à ce rendez-vous. À ce propos, en croire informations relayées en amont par les médias, le président Ouattara évoquera, entre autres dans son discours d'investiture, sa détermination à poursuivre les efforts entrepris en faveur du développement. Outre le président de la République, M. Ismaïl Omar Guelleh, une dizaine d'autres chefs d'État et de gouvernement issus du continent africain prendront part à l'investiture du président réélu du Côte d'Ivoire. Le président congolais Denis Sassou Nguesso, le président sénégalais, le président guinéen ainsi que d'autres chefs d'État prendront part à cette cérémonie d'investiture. La participation de tous ces dirigeants de premier plan fournit à l'évidence une légitimité politique supplémentaire à la récente victoire électorale d'Alassane Ouattara, vainqueur haut la main du scrutin présidentiel ivoirien du 25 octobre dernier. Le président de la République, M. Ismaïl Omar Guelleh, a reçu ce dimanche en milieu de matinée au Palais de la République le directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, communément appelé FAO, Q Dongyu, en déplacement de travail à Djibouti où il est arrivé hier samedi. L'audience entre le président Guelleh et Dongyu servit d'emblée de cadre d'échange sur l'état d'avancement de la coopération synergique que les deux parties entretiennent en permanence dans les domaines de la lutte contre la faim. À ce propos, les entretiens ont mis en lumière combien la République du Djibouti et le FAO en partagent donc une collaboration réussie en matière de sécurité alimentaire, fondée entre autres sur des transferts de compétences liés à la notion de diversification nutritionnelle et au développement de projets agro-pastoraux. Les discussions ont ensuite été étendues au partenariat plus récent de notre pays avec le FAO dans les filières que seront les dattes, l'agrobusiness, aquaculture et élevage. Sur ces sujets précis, les entretiens ont essentiellement porté sur l'appui stratégique et multiforme que l'organisation internationale est en mesure d'apporter à la République de Djibouti dans sa quête légitime d'accéder au financement évalué à environ 100 millions de dollars et propice à une exploitation efficiente de ce secteur primaire. Outre le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Abdelkader Hussein Omar, et le ministre de l'Agriculture, de l'eau, de la pêche, de l'élevage et des ressources halieutiques, Mohamed Ahmed Awale, le représentant permanent de la République de Djibouti auprès du FAO et de la FIDA, du PAM, Idriss Abou Ali, a présidé cet entretien avec le président. À présent, mesdames et messieurs, je vous propose d'écouter les propos du ministre de l'Agriculture. Nous sommes heureux d'accueillir le directeur général de la FAO. Malgré que nous soyons un petit pays, il a choisi ce petit pays malgré les 195 pays de la planète. Pourquoi? Parce qu'il a dit un petit pays, ça ne veut pas dire un pays qui n'a pas d'opportunité. Ainsi, dans le cadre de la FAO à Rome, à son initiative Hand to Hand, nous avons initié 4 filières. Ces filières sont les dattes,
l'agrobusiness, l'aquaculture et l'élevage. Pour vous dire, nous avons eu des promesses de financement d'un montant de 100 millions à peu près, et nous allons le concrétiser dans le cadre d'une table ronde qui se tiendra au mois de février. Toujours en nouvelles du pays, mesdames et messieurs, sous la présidence de son Excellence M. Dileita, Mohamed Dileita, président de l'Assemblée nationale, la conférence des présidents s'est tenue ce dimanche 7 décembre 2025, conformément aux dispositions des articles 12 et 21 du règlement intérieur. Le gouvernement a été représenté par son Excellence M. Abdelkader Kamil Mohamed, Premier ministre, ainsi que par M. Hassan Omar Bourhan, ministre de la Défense chargée des relations avec le Parlement. Du côté parlementaire, ont pris part aux travaux Madame la première et la deuxième vice-présidente du Parlement, des présidents des groupes parlementaires, deux présidents des commissions permanentes ainsi que le rapporteur général. La conférence s'est penchée sur 9 projets de loi qui ont été transmis aux différentes commissions concernées. Premier projet de loi numéro 196 portant approbation des comptes financiers de la DDS pour l'exercice 2024. Projet numéro 2, projet de loi 194 portant approbation des comptes financiers de l'aéroport international de Djibouti pour l'exercice 2024. Projet de loi numéro 198 portant adoption des comptes financiers de l'imprimerie nationale de Djibouti pour l'exercice 2024. Projet de loi 199 portant approbation des comptes financiers de la radio-télévision de Djibouti pour l'exercice 2024. Projet de loi numéro 200 portant approbation des comptes financiers de l'Institut national de l'administration publique INAP pour l'exercice 2024. Projet de loi numéro 201 portant approbation des comptes financiers de l'Office djiboutien de développement de l'énergie géothermique ODEC pour l'exercice 2024. Projet de loi numéro 202 portant approbation des comptes financiers de l'Agence de réhabilitation urbaine et de logement social communément appelé AROULOS pour l'exercice 2024. Projet de loi numéro 203 portant budget initial de l'État pour l'exercice 2026. Et enfin, projet de loi numéro 204 portant approbation des comptes financiers du Diwan des biens WARF pour l'exercice 2024. À l'issue des délibérations, la conférence des présidents a approuvé le programme de travail des commissions permanentes et a fixé la date de la prochaine séance plénière au mercredi 10 décembre 2025. Sous la présidence de son Excellence Dileita Mohamed Dileita, président de l'Assemblée nationale de la République de Djibouti, s'est ouverte ce dimanche la première journée de la réunion technique consacrée à l'élaboration de la loi type africaine sur les changements climatiques organisée par le Parlement panafricain. Cette session a réuni des délégations parlementaires membres du PAPS, Zambie, Tunisie et Djibouti, ainsi qu'un panel d'experts juridiques, environnementaux et institutionnels mobilisés pour contribuer à la construction d'un cadre législatif continental cohérent et harmonisé en matière de gouvernance climatique. Les travaux ont porté sur les piliers juridiques structurant la loi type, incluant les principes directeurs prévention, précaution, justice climatique, le cadre institutionnel pour la gouvernance, la planification stratégique, les instruments de financement, fonds climat, transparence budgétaire, ainsi que le mécanisme de reporting et d'inclusion des groupes vulnérables. Pour engager l'élaboration d'une loi type sur les changements climatiques pour lesquels on se réunit aujourd'hui. Pour conduire plutôt avec efficacité ce processus, nous avons sollicité notre partenaire, qui est l'Alliance parlementaire, l'Alliance panafricaine plutôt pour la justice climatique, PACJA, acteur majeur de la société civile continentale et particulièrement engagé sur les questions de justice climatique. Je tiens, au nom de la commission en charge de l'agriculture du PAP, à exprimer notre profonde gratitude à PACJA pour sa disponibilité constante et son engagement à nos côtés. Les projets de loi type dont nous discuterons pendant ces 2 jours ici à Djibouti est le fruit de cette collaboration. À présent, mesdames et messieurs, je vous propose de suivre les propos du président de l'Assemblée nationale. En organisant cette réunion parlementaire,
le Parlement panafricain et l'Assemblée nationale souhaitent nous inscrire dans l'élan planétaire de lutte contre le réchauffement climatique. Honorables parlementaires, mesdames et messieurs, la prise de conscience accrue, globale face aux enjeux et les défis environnementaux est une nécessité vitale. Bien que nombre de mesures palliatives soient renoncées dans l'accord de Paris, instrument international de référence avec 194 États partis, les impacts du réchauffement climatique ne cessent de vulnérabiliser les conditions de vie, surtout dans nos pays africains en développement. La République Djibouti en est le parfait exemple. Subsistant de plein fouet les conséquences des équilibres naturels constants, les changements climatiques d'une ampleur inégalée mettent à mal la résilience et l'adaptation de nos citoyens avec des sécheresses continuelles, des saisons de pluie torrentielles où les canicules fortes et précoces que les tempères et une pluviométrie faible et irrégulière. En résumé, telles sont les menaces et risques auxquels la République Djibouti fait face, et ce cycle perdure, nous obligeant à faire évoluer les mentalités et changer les paradigmes lors des mises en place et l'exécution des politiques publiques. La situation prévalente en République Djibouti est un constat alarmant, mais malheureusement identique, similaire, à quelques nuances près, avec une bonne partie, pour ne dire l'ensemble du continent africain. N'étant nullement responsable des causes du réchauffement climatique, alors même que nous subissons de plein fouet les effets négatifs, nous avons dû nous adapter et faire plus et mieux malgré nos ressources limitées. Par exemple, la soif aiguë et le manque endémique en eau potable ont été vaincus par le dessalement de l'eau de mer. Toujours en nouvelles du pays, mesdames et messieurs, le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, M. Younis Ali Guedi, a conduit une mission officielle d'inspection sur le site de la centrale solaire de Omar Djaga, actuellement en phase d'achèvement. Cette visite s'inscrit dans le cadre du suivi rigoureux des projets nationaux d'électrification rurale visant à renforcer l'accès à une énergie moderne, fiable et durable pour les communautés éloignées. Le ministre était accompagné par Abdurrahman Raif, ambassadeur de la République d'Arabe d'Égypte à Djibouti, ainsi que Mona Adam, consul de l'Égypte à Djibouti. Des hauts responsables du ministère de l'Énergie ont également fait partie de cette délégation, notamment Abbas Adan Atay, conseiller technique du ministre, Gouled Mohamed, directeur de l'Énergie, Abdillahi Ilmi, chef de service de l'électrification rurale, et l'ingénieur Hamza Abdi. Ce projet structurant financé par le gouvernement égyptien dans le cadre d'une coopération bilatérale renforcée dans le domaine énergétique témoigne de la solidité du partenariat entre la République de Djibouti et la République arabe d'Égypte. De son côté, le gouvernement djiboutien, à travers le ministère de l'Énergie et l'électricité de Djibouti, procédera à la mise en place du réseau électrique du village afin de permettre l'alimentation de l'ensemble des ménages et infrastructures publiques et communautaires. Toujours en nouvelles du pays, cette fois-ci direction Obok. Dans la journée donc du 4 décembre, la sous-préfecture de Khorangar a accueilli une mission conjointe conduite par le président du conseil régional d'Obok, Mohamed Ahmed Ismail, accompagné par la représentante de la préfecture, Zeynab Ibrahim, et des représentants de l'éducation et de l'UNICEF et de la société civile. À leur arrivée, la délégation a été accueillie par la secrétaire du sous-préfet de Khorangar et le chef du village de la communauté venu de Lahassa, Ulma, Gehirre et Mlouhle et du chef-lieu de Khorangar ont largement été mobilisés pour l'occasion et a réservé un accueil des plus chaleureux à l'ensemble de la mission. Intitulé Dialogue entre les autorités locales et les communautés sur l'importance de l'enregistrement des naissances, cette initiative s'inscrit dans le cadre du partenariat établi entre le conseil régional d'Obok et UNICEF Djibouti. Après les mots de bienvenue du chef du village, plusieurs sujets essentiels ont été discutés, portant sur divers aspects cruciaux pour la protection des droits de l'enfant. Les représentants de la communauté ont partagé les réalités quotidiennes des habitants de Khorangar.
Dans leur intervention, les autorités régionales ont réaffirmé la volonté d'améliorer l'accès aux services administratifs de base et de rapprocher davantage l'état civil de populations rurales. Le président du conseil régional a souligné l'importance de faire de l'enregistrement des naissances une priorité collective indispensable pour garantir à chaque enfant une identité légale. Et de là, nous passons à l'actualité internationale, mesdames et messieurs. Libye, Somalie, le cauchemar des migrants, bien sûr, rapatriés, l'espoir tenace d'une vie ailleurs. Ils sont au total 125 marqués par l'épreuve à être descendus ces derniers jours de l'avion affrété par l'Organisation internationale pour les migrations OIM. Bien sûr, vous allez suivre dans nos prochaines éditions ce sujet international concernant les migrants rapatriés de la Libye jusqu'à la Somalie. Comme je l'ai précisé tout à l'heure dans les titres, mesdames et messieurs, plus de 57 000 familles ou foyers à Gaza dirigés par des femmes sont confrontés à une extrême précarité. La plupart des familles vivent encore dans des abris surpeuplés où la faim et les maladies les menacent quotidiennement, déclare Nestor. Les fonds des Nations Unies pour la population a indiqué que plus de 57 000 foyers dans la bande de Gaza sont désormais dirigés par des femmes dont beaucoup sont confrontés à une extrême vulnérabilité dans des abris surpeuplés où la faim et les maladies les menacent quotidiennement. Il a souligné l'impact des conditions météorologiques, déclarant que les pluies hivernales et les inondations aggravent encore les souffrances. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce 15h. Merci à vous de l'avoir suivi. Le programme continue sur Télé Djibouti.